Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là, d'assister à cette deuxième partie de la première soirée du Festival de géopolitique. Et cette deuxième partie sera consacrée aux relations entre l'Union européenne et le continent africain. Aujourd'hui, nous vous proposons deux grands temps. Le premier, ce sera la simulation organisée par plusieurs acteurs, multiples acteurs. Évidemment, Grenoble École de Management, mais aussi les associations étudiantes. Donc, notamment Grenoble J'aime un débat, la tribune étudiante de Grenoble École de Management, Jeunes Européens à Isère, qui est une association pluraliste, non partisane, qui agit pour la promotion d'une Europe politique, démocratique, citoyenne. Une autre association étudiante, cette fois une association de Sciences Po, Alpes Europe. Et enfin, un nouveau partenaire qui s'est rejoint à cette collaboration cette année, qui est Sciences Po Grenoble, avec lequel d'ailleurs Grenoble École de Management organise toute une série de rencontres dans le cadre de ce festival. Donc, certaines conférences se dérouleront ici à GEM, d'autres à Sciences Po Grenoble. En ce qui concerne les simulations que vous allez regarder maintenant, je voudrais simplement préciser qu'il s'agit d'un exercice pédagogique. Cet exercice s'appuie sur les événements réels, mais laisse de la place à l'imagination. Donc nous allons nous retrouver dans ce qu'on pourrait appeler de la géopolitique fiction, qui a été élaborée par tous les partenaires à votre attention. L'objectif est double. D'abord, essayer d'esquisser des enjeux et des perspectives principaux d'une relation aussi complexe qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et le continent africain. Et aussi, le deuxième objectif consiste à vous permettre de mener une réflexion sur les convergences possibles entre les différentes positions, les différents points de vue qui seront rapidement esquissés par les partenaires qui ont construit cette simulation à votre attention. Donc vous allez voir trois grands thèmes traités lors de cette simulation, notamment paix et sécurité, environnement et commerce et développement. Donc je vous souhaite de passer un agréable moment lors de ce sommet extraordinaire de Grenoble. Mesdames et messieurs, honorables représentants des communautés africaines et de l'Union européenne, très cher public venu ce soir aussi nombreux, c'est pour moi un plaisir immense en tant que président de la Commission européenne d'ouvrir ce 5e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Un sommet délocalisé qui se réunit exceptionnellement non pas à Bruxelles ou sur le territoire africain, mais dans la capitale des Alpes françaises, Grenoble. Un choix qui peut paraître étonnant, surprenant, mais qui mérite qu'on s'y attarde tant la symbolique est forte. Car oui, ce choix s'inscrit dans notre volonté de donner à voir nos politiques et le sens de nos actions. Pour une fois, nous avons souhaité prendre la distance vis-à-vis des grands centres de décision et des grandes capitales et nous porter au plus proche de nos concitoyens. Grenoble, donc, nous sommes ici dans une petite ville de 450 000 habitants, mais qui pourtant respire dans son quotidien à l'international. Des dizaines de milliers d'étudiants, dont des milliers en mobilité, une vie culturelle dynamique, riche du partage des cultures, des centres de recherche d'envergure où se rencontrent des chercheurs et doctorants du monde entier, des grands groupes à vocation internationale. Voici ce à quoi nous travaillons. Voici ce à quoi prétendent nos institutions ici présentes ce soir. Car, n'oublions pas que la finalité d'un accord politique et d'un sommet comme celui-ci est bien le quotidien et le cadre de vie de chacun de nos concitoyens. Grenoble, enfin, un choix d'autant plus judicieux au vu de la grande communauté africaine présente dans la ville, et je souhaite ici ce soir la saluer, car oui, les frontières n'ont jamais empêché les peuples de se déplacer et de se rencontrer. L'Europe et l'Afrique sont deux continents unis par un contexte commun en termes d'histoire, de géographie, de culture. Et nos deux continents ont très tôt pris la mesure de cette proximité
et de l'intérêt d'une coopération privilégiée. En 1975, déjà, nous jetions un premier pont avec la signature de la Convention de Lomé. En 2000, nous la réactualisions avec l'accord de Cotonou. Et alors, ensemble, nous nous fixions un objectif, réduire et à terme éradiquer la pauvreté en intégrant les pays africains dans l'économie internationale. Cet accord, nous l'avons pensé au cours de 3 piliers: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale et la dimension politique. Mais aujourd'hui, nous ne discuterons pas dans le cadre d'une simple coopération. Non. Aujourd'hui, nous discuterons en tant que partenaires. Car depuis 2007 et l'adoption de la stratégie commune Afrique-Union européenne, nous envisageons nos relations selon une toute nouvelle approche, innovante et ambitieuse, en considérant nos 2 continents comme un seul et même ensemble. Ainsi, au-delà de la simple coopération au développement, nous nous sommes engagés à établir un partenariat politique d'égal à égal, afin d'aborder ensemble les problématiques qui nous sont communes. À l'occasion de ce sommet, nous aurons l'ambition de dépasser les questions purement africaines ou purement européennes, en vue d'apporter une réponse adéquate aux défis mondiaux que nous partageons, tels que les migrations, le changement climatique, le terrorisme, la paix et la sécurité. Nous aurons à cœur, nous, Européens, de soutenir l'Afrique dans ses aspirations à apporter des réponses transrégionales et continentales à ces défis importants. Mais nous œuvrerons ensemble en faveur d'un partenariat centré sur les personnes, afin de garantir une plus grande participation des citoyens européens et africains. Lors de cette première session du sommet Afrique-Union européenne, nous avons le plaisir d'écouter le président de l'Union africaine, un représentant de la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne, une représentante de la présidence de l'Union européenne, un représentant de la Direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile, la présidente de la Commission de l'Union africaine, une représentante de l'Union du Maghreb arabe et un représentant de la communauté des États sahélo-sahariens. Aujourd'hui, nous avons à discuter de 3 priorités pour notre partenariat: la paix et sécurité, le commerce et développement et l'environnement. Nous nous engageons cependant à tenir prochainement des réunions pour la poursuite de notre dialogue sur d'autres dimensions telles que la démocratie, les droits de l'homme, le développement humain et d'autres questions globales et émergentes. Mesdames et messieurs, durant ce sommet, nous devons avoir à l'esprit que nous travaillons tous à un monde meilleur. Aujourd'hui encore, nous continuerons à tisser ce qui fait la fibre originelle de l'Union européenne. Cette intime conviction qu'au travers du débat et de l'échange, nous sommes tous capables de dépasser nos individualismes afin de travailler à une meilleure coopération entre les peuples. Je vous laisserai sur cette vieille adage qui dit que, certes, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est avec un immense plaisir que je passe la parole à Madame Nkosazana Dlamini Zumba, présidente de la Commission de l'Union africaine. Merci. Merci à vous, Monsieur Juncker. Excellences, représentants des communautés européennes, Excellences, représentants des communautés africaines, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir d'avoir à prendre la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet extraordinaire entre l'Union européenne et l'Afrique. Dans un monde interdépendant, la race humaine ne peut jouir de la sécurité en l'absence du développement. Et inversement, elle ne peut jouir du développement sans sécurité. Force est de constater que dans ce monde interdépendant, l'Europe et l'Afrique partagent les mêmes défis et doivent mettre en commun leurs moyens afin d'apporter de la paix et de la prospérité à nos 2 continents. Je ne cesserai jamais de le répéter,
C'est la prospérité qui éloignera le bruit des armes. Et pour cela, il faut que cette prospérité bénéficie à chacun. Il faut investir dans les personnes en Afrique, soutenir l'éducation et la formation professionnelle pour répondre aux besoins des investisseurs, étrangers ou même africains, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée sur ce continent. En ce sens, dans le domaine du développement humain, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous féliciter de l'ensemble des initiatives et des collaborations qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Dans le cadre du programme de recherche du groupe ACP pour le développement durable, nous soutenons la coopération scientifique et technologique entre l'Afrique et l'Europe, en réunissant des chercheurs de différents pays africains et parfois d'Europe, afin qu'ils collaborent sur les priorités de la politique de l'Union africaine, dans le domaine des sciences et des technologies. Nous soutenons les projets de recherche dans les domaines de la post-récolte et l'agriculture, des énergies renouvelables et durables, et de l'eau et l'assainissement qui ont vu le jour. Nous soutenons les bourses Marie Curie, attribuées à quelques 400 chercheurs africains et européens d'institutions des 2 continents, et les 21 bourses de recherche financées depuis 2013. Nous soutenons CASNet+, pour le réseau de coordination et de promotion de la coopération entre l'Afrique subsaharienne et l'Union européenne, qui contribue à mieux relever les défis mondiaux de la santé, de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Nous soutenons tous ces projets qui doivent nous servir d'exemple. Pourquoi ne pas aller plus loin dans nos ambitions? Pourquoi ne pas imaginer? Mais imaginer, cela reste à vous, États membres de l'Union européenne, États membres des pays d'Afrique. Pour cela, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Mais Excellences, le développement humain n'est possible que si on investit de manière pérenne dans l'éducation. Oui, l'enseignement supérieur est un autre enjeu crucial que nul ne doit négliger. C'est en ce sens que de nombreux programmes ont été menés avec succès jusqu'à présent. C'est avec beaucoup de fierté que je vais en citer quelques-uns. Nous devons continuer à poursuivre le programme NIERE, qui favorise la mobilité des enseignants et des étudiants à l'échelle du continent. Oui, après avoir fait 3 appels à propositions en faveur de la mobilité intra-africaine, 15 réseaux universitaires regroupant 120 partenaires des 37 pays africains, qui ont été sélectionnés et s'attellent actuellement à organiser la mobilité universitaire sur le continent. Grâce à ce programme, 1500 étudiants de niveau master et doctorants devraient être en mobile en Afrique. Nous n'oublions pas de soutenir les programmes comme Erasmus Mundus, Campus, EduLink et le nouveau programme Erasmus+, qui sont le pont entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe et en Afrique. Mes Excellences, une jeunesse formée et qualifiée a le droit de prétendre à des positions confortables. C'est pourquoi je souhaite finir par un domaine incontournable qui doit absolument faire partie des axes de collaboration entre l'Europe et l'Afrique, celui de la mobilité, de la migration et de l'emploi. Nombreuses sont les avancées dans ce domaine, également autant sont les pistes de leur futur développement. La question des migrations est un défi que nous devons partager avec l'Europe. Je suis intimement persuadée que la migration et le développement vont de pair. Nous devons œuvrer ensemble pour mieux gérer et tirer le meilleur de la mobilité de personnes. L'initiative, la facilité pour les migrations, a été mise en place pour financer la collecte, l'analyse et la production des données fiables afin d'harmoniser sur les flux migratoires sud-sud entre les groupes des États ACP. Ces données servent à informer les migrants, la société civile et les décideurs, ainsi qu'à développer la capacité de recherche dans les pays ACP, afin d'améliorer la situation des migrants et de consolider le lien migration-développement. Les objectifs clés de la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne dans le développement de la mobilité, de la migration et de l'emploi incluent également la promotion des synergies entre la migration et le développement, en diminuant notamment les coûts des versements de fonds des migrants,
Je saisis donc l'occasion de nous féliciter pour la création de l'Institut africain pour les versements, qui sera basé au Kenya, qui a été créé à l'initiative de l'Union africaine, en coordination étroite avec la Commission européenne et d'autres acteurs. La création de l'Institut africain pour les versements a pour objectif le renforcement des capacités des gouvernements africains, des banques, des expéditeurs, des destinataires d'envoi de fonds. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mondialisation a donné lieu à des défis transnationaux qui ne reconnaissent plus de frontières ou des États-nations. En fait, aucune nation n'a à elle seule les ressources et les capacités pour faire face à ces défis. Le souci d'établir et de renforcer des liens de partenariat entre l'Europe et l'Afrique est plus qu'urgent de nos jours. Étant donné que les défis géostratégiques prévisibles n'iront que grandissant dans l'avenir, il est temps d'agir. Merci de votre bienveillante attention. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse l'Afrique. Avant toute chose, je tiens à remercier Madame Dlamini Zuma pour son intervention. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais reprendre le point évoqué par M. Juncker précédemment. Au sommet de Lisbonne en 2007, l'Union européenne et 54 pays africains ont adopté la stratégie commune Afrique-Union européenne. Cette stratégie avait l'ambition d'aller au-delà du développement en renforçant, comme l'a évoqué Mme Dlamini Zuma, le dialogue Afrique-Union européenne sur les questions d'intérêt commun et en élargissant la coopération dans de nouveaux domaines prometteurs, comme la gouvernance et les droits humains, le commerce et l'intégration régionale, l'énergie, le changement climatique, la migration, la mobilité et l'emploi ou la science. Cette coopération veut également aller au-delà des institutions, en travaillant vers un partenariat axé sur les personnes et en assurant la participation de la société civile et le secteur privé et en offrant des avantages directs pour les citoyens africains et européens. Cette stratégie veut également aller au-delà de l'Afrique, en abordant ensemble les défis communs mondiaux tels que le changement climatique ou la paix et la sécurité. L'Union européenne considère la sécurité comme une condition préalable à tout développement économique. Aucun développement durable n'est possible dans un pays menacé par l'insécurité nationale, les crises ou les conflits. Le développement aide à atténuer plusieurs facteurs qui peuvent exacerber l'instabilité politique et les troubles. L'Union européenne tient à utiliser des moyens pacifiques afin de soutenir la prévention de la paix ou la résolution des conflits armés à travers les activités comme la négociation, la démobilisation ou encore la démilitarisation. La prévention des conflits est soutenue par la coopération et les accords d'association, la coopération sur la justice et les affaires intérieures, la politique de développement, l'assistance humanitaire, les programmes sociaux et environnementaux et la politique commerciale. L'Union européenne dispose d'instruments financiers comme l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, qui fournit une assistance en réponse à des situations de crise ou de crise émergentes pour prévenir les conflits, ainsi que des projets programmables relatifs à la prévention des conflits, la consolidation de la paix et de la crise de préparation et visant l'aspect mondial, transrégional et les menaces émergentes. Reconnaissant que la paix est une condition nécessaire au développement durable, l'Union européenne a décidé en décembre 2003 de créer une facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, afin de répondre à une demande africaine de soutenir son agenda pour la paix et la sécurité en Afrique. Cet instrument fait partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité, dans le partenariat pour la période 2014-2017. L'orientation stratégique de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique s'appuie sur une approche double, qui associe un financement à court terme de mesures de résolution des crises à un soutien à plus long terme du renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la paix et de la sécurité. L'Union européenne fournit également un soutien économique aux pays africains, à la fois au niveau macroéconomique et microéconomique. Elle soutient les budgets nationaux, le financement des activités d'intégration régionale et des initiatives de microfinance. La stabilité de l'économie et la stabilité de la performance du système public en termes de gestion financière
sont deux des facteurs qui influent sur les résultats des politiques et sur les programmes de développement. Ces initiatives ont une bien meilleure chance de succès si elles sont mises en œuvre dans un environnement propice. Le commerce entre les pays africains demeure bien en deçà de ce potentiel. La part du commerce mondial du continent est également disproportionnellement faible. Le partenariat Afrique-Union européenne soutient le commerce intérieur de l'Afrique, entre l'Afrique et l'Union européenne, et sur les marchés mondiaux. Cela comprend le renforcement des capacités africaines et de se conformer aux règles et aux exigences nécessaires pour accéder aux marchés internationaux. En 2013, l'Union européenne demeure le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. 35,8% des échanges commerciaux de l'Afrique, donc importation plus exportation, ont lieu avec l'Union européenne. Et le total des échanges Union-Afrique a augmenté de près de 40% entre 2007 et 2013, illustration frappante de cette collaboration sans cesse croissante entre nos deux continents. Au cours des 5 dernières années, l'Afrique reste le principal bénéficiaire de l'aide collective de l'Union européenne pour le commerce. Avec de nombreuses petites économies isolées, la géographie économique de l'Afrique pose des défis particuliers pour le développement des infrastructures. Investir dans le routier, le ferroviaire, les ports et l'approvisionnement énergétique est essentiel pour que le transport et le commerce se développent au sein de l'Afrique, notamment par le biais du Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique. L'intégration régionale, le commerce et l'investissement sont des vecteurs de la stabilité économique et de la croissance inclusive et durable. L'objectif stratégique de ce domaine, de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, est de stimuler la croissance économique qui réduit la pauvreté, créer des emplois et mobiliser le potentiel entrepreneurial des personnes, en particulier les jeunes et les femmes, d'une manière durable. Cela comprend le soutien au développement du secteur privé, les petites et moyennes entreprises, ainsi que le soutien au processus d'intégration continentale, notamment par le développement accéléré des infrastructures, de l'énergie, de l'industrialisation et de l'investissement. La DG DEFCO vous remercie pour votre attention et reste confiante pour l'avancée positive du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci beaucoup. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer mon allocution par rendre hommage à mon prédécesseur, M. Robert Mugabe, infatigable militant de l'indépendance et de la dignité de l'Afrique. Je suis fier de continuer sa politique au sein de l'Union africaine. Et c'est en tant que son successeur, en tant que nouveau président de l'Union africaine, que j'ai l'honneur de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je considère que ce sommet est une excellente occasion pour faire l'état des lieux et pour revoir sur certains points les relations entre l'Europe et l'Afrique. Le temps est venu de mettre en place un partenariat équilibré entre nos deux continents. L'avenir de l'Afrique doit appartenir à l'Afrique. L'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique dépend quant à lui de la qualité du partenariat que nous serons en mesure de bâtir ensemble. Il faut que l'Europe apprenne à voir en le continent africain un interlocuteur majeur avec lequel elle partage de nombreux défis. Les États africains doivent pouvoir développer leur propre stratégie de puissance, à la fois régionale et internationale. Ils doivent trouver la place qu'ils méritent au sein des organisations internationales. C'est notamment pour cela qu'il faudrait rechercher une meilleure représentativité des États, ceux du continent africain notamment, au sein des plus grandes organisations internationales, et notamment du Conseil de sécurité de l'ONU. Un véritable rééquilibrage devrait s'effectuer dans le dialogue euro-africain. Nous devons ensemble dépasser nos désaccords afin d'assurer une réelle coordination de nos politiques. Je me dois de commencer par notre objectif majeur, la promotion de la paix et de la sécurité, les ingrédients vitaux pour un développement durable. En effet, vous ne pouvez pas parler de développement sans la paix et la sécurité. Quand une partie du continent est malade, c'est l'ensemble qui en souffre. Il faut donc qu'on sorte de ce cycle de violence et d'instabilité pour pouvoir s'occuper du développement. Bien sûr, le développement est un élément majeur, mais cela va de pair. Nous allons agir et nous devons agir sur les deux. La création d'une atmosphère propice dans laquelle des élections paisibles, libres et justes ont été tenues ces dernières années dans de nombreux pays africains constitue une démonstration pratique d'engagement pour atteindre ces objectifs. La paix et la sécurité doivent être les axes majeurs du partenariat entre l'Europe et l'Afrique, afin de faire face aux défis communs.
Voici les mots d'ordre de ce partenariat. Non-ingérence, dialogue et rééquilibrage. Nous devons mettre fin, par la diplomatie ou par la force, selon leur nature, aux multiples crises qui déstabilisent le continent africain et par effet de ricochet, le continent européen. Nous devons agir ensemble. Son premier axe devrait être la lutte contre le terrorisme, ce fléau qui menace tous nos acquis depuis 50 ans et que nous avons pour impératif d'éradiquer. L'Afrique doit se doter de ses propres moyens de lutte contre le terrorisme. En effet, notre magnifique continent est aujourd'hui gangréné par des groupes terroristes à l'image d'AQMI ou encore du Boko Haram. Nous devons les combattre ensemble. Il faut faciliter la mise en place d'une force africaine qui permettrait d'intervenir dans la prévention de ces crises, comme ce qui a été décidé lors de l'élection de mon prédécesseur pour lutter contre Boko Haram. L'Afrique ne peut plus dépendre de l'Europe pour assurer sa sécurité. Elle doit prendre son destin en main. L'Afrique n'a pas besoin de forces étrangères. Elle doit développer les siennes. C'est en nous aidant à être indépendants que l'Europe peut contribuer à la paix et à la sécurité sur notre continent et sur le sien. L'exemple de la Libye est la preuve de l'inefficacité de la politique européenne sur le continent africain. Aujourd'hui, la Libye est en proie de profonds troubles que je suis le premier à condamner. Ma décision fut dès le départ très claire quant à la fin du pouvoir de Mouammar Kadhafi. En effet, en tant que président du Tchad, j'avais exprimé mon refus total quant à l'opération militaire occidentale menée en 2011, car j'étais alors certain qu'elle aurait des conséquences néfastes et durables. Je me rends compte aujourd'hui, au vu de la situation catastrophique que connaît la Libye, qui notamment doit faire face à une guerre civile tribale, mais aussi à l'invasion petit à petit de l'État islamique sur son territoire, que j'avais raison. La Libye ne peut avoir de pouvoir légitime qu'un pouvoir élu par le peuple. Ainsi, c'est pourquoi, en tant que président de l'Union africaine, je prône le dialogue en Libye. Notre indépendance passe également par la création d'une cour pénale africaine, instance légitime pour contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Sur ce point, je rejoins également l'œuvre de mon prédécesseur. Je profite aujourd'hui de ma présence sur le sol européen pour rappeler une nouvelle fois que la Cour pénale internationale est totalement illégitime, car à la solde des puissances occidentales. La réalité est la suivante. Un simple soldat américain est plus en sécurité qu'un chef d'État africain. C'est le constat que nous avons fait. La Cour pénale internationale s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, même des chefs d'État en exercice, des hommes politiques, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent, beaucoup de violations des droits de l'homme flagrantes, je dis bien flagrantes, s'opèrent, et personne n'est inquiété. Or, nous démontrons notre volonté de juger nos anciens chefs d'État accusés de crimes contre l'humanité, et ce serait bien que des puissances occidentales en fassent de même. J'encourage vivement les pays africains à la création de notre propre cour pénale africaine. Ainsi, pour conclure, mesdames et messieurs, j'estime que notre partenariat fonctionne, mais il peut fonctionner encore mieux. Nous nous réunissons souvent, nous parlons beaucoup trop, nous écrivons beaucoup, nous n'agissons pas assez et parfois même pas du tout. Nous n'anticipons pas assez. Cela doit impérativement changer si nous voulons faire changer le cours de l'histoire entre nos deux continents. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les présidents, les directeurs généraux, mesdames et messieurs, au nom de la Direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne, je tiens à saluer l'ensemble des participants et vous remercier d'être présents. Je souhaiterais également remercier les organismes internationaux responsables de cette rencontre, occasion unique pour créer des liens et assurer une meilleure synergie entre nos actions respectives. Ce travail collectif sera l'occasion de faire émerger une vision pour orienter l'avenir vers davantage de solidarité intercontinentale. Cette solidarité doit se faire en effet entre des partenaires égaux qui dialoguent entre eux. La solidarité, à la fois entre États, mais aussi entre les États et leurs citoyens, est une valeur fondamentale que nous partageons et défendons. La protection des plus vulnérables est une nécessité et un devoir pour nous autres ici présents. Nous constatons un actuel manque de dialogue sur le plan sécuritaire.
La solidarité que nous défendons doit se traduire dans une politique responsable de sécurité et de paix entre les partenaires, notamment dans la gestion des réfugiés. Déjà, les sommets ultérieurs ont permis de renforcer cette responsabilité vis-à-vis des réfugiés, à Bruxelles notamment, qui était sous l'égide du thème « Investir dans les populations, la prospérité et la paix ». Nous avions franchi un premier pas par la déclaration sur la migration et la mobilité, reconnaissant la migration à la fois comme une opportunité et un défi. Néanmoins, ces engagements doivent être incarnés par des mesures concrètes de coopération africano-européenne. En Afrique comme en Europe, les réfugiés sont soumis à des conditions de vie telles qu'elles requièrent une aide humanitaire. La crise migratoire en Europe, qui dure depuis 2010, est une des plus importantes crises migratoires de notre époque contemporaine. En Afrique, pour ne citer que quelques exemples, le Cameroun accueille environ 300 000 réfugiés qui ont fui les combats nigérians et en République centrafricaine. Le Djibouti, quant à lui, compte aujourd'hui plus de 20 000 réfugiés, la plupart d'origine somalienne ou érythréenne. Connaissant la malnutrition, la déshydratation, l'absence de soins médicaux, les réfugiés sont aussi victimes d'abus, de pillages et d'actes d'intimidation. La préoccupation humanitaire, neutre, indépendante par rapport aux objectifs politiques, économiques et militaires, doit impérativement être l'objet d'un accord durant ce sommet. En tant que représentante de la direction de l'aide humanitaire et de la protection civile, nous demandons tout d'abord un octroi de fonds supplémentaires pour améliorer les conditions de vie des réfugiés politiques. Son Excellence et chers collègues directeurs de la direction de développement et de coopération internationale de la Commission a déjà évoqué l'objectif européen de renforcer le poids de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Nous proposons d'inclure la préoccupation humanitaire dans le budget total de ce mécanisme financier. Comme la Commission l'a fait depuis des années dans le plus grand camp de réfugiés au monde, au Kenya de Dadaab, avec plus de 350 000 réfugiés, les fonds serviront à financer l'aide alimentaire, la construction de latrines et les systèmes d'approvisionnement en eau. Des programmes de transfert d'espèces aussi pourront être créés pour les familles les plus vulnérables. Nous proposons aussi de renforcer la présence africaine lors de l'élaboration des plans de mise en œuvre humanitaire et lors des décisions de financement, des plans de financement d'urgence. Ces décisions se font suite à une évaluation des besoins des plus vulnérables faite par la Commission. Les partenaires africains pourraient être intégrés à ce processus, par l'intermédiaire de l'Union africaine par exemple. La coopération pourrait être d'abord informative, puis de façon incrémentale, nous pourrions nous orienter vers la création d'un fonds commun d'aide humanitaire entre les partenaires. À ce titre, nous soutenons la proposition de Madame la Présidente Dlamini Zuma de renforcer la facilité pour les migrations qui permet de financer la collecte, l'analyse et la production de données fiables quant aux flux migratoires sud-sud. Nous proposons d'élargir ce processus aux flux migratoires entre sud et nord. Enfin, il semble souhaitable de renforcer les efforts dans l'organisation de l'immigration légale afin de favoriser une mobilité bien gérée dans le cadre des respects des droits de l'homme. Concernant les mesures sur la régulation des migrants, je laisse la parole à Madame la représentante de la présidence de l'Union européenne, qui vous présentera aussi notre stratégie de lutte contre le terrorisme international, objectif qui est commun à tous, à la fois à l'Union du Maghreb arabe et à l'Union africaine. Mesdames et Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à une période charnière où nous devons renforcer notre responsabilité, notre solidarité vis-à-vis de la préoccupation humanitaire et de la protection des plus vulnérables. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentante de la présidence du Conseil de l'Union européenne, tenue par les Pays-Bas jusqu'au 30 juin prochain. Le contexte actuel lie plus que jamais les continents européens et africains, et ce, bien souvent de manière tragique. Ce sommet est l'occasion pour l'Union européenne de rappeler l'importance qu'elle accorde à la coopération avec le continent africain et de présenter les mesures envisagées afin de mener à bien ce travail commun. À ce titre, j'aimerais évoquer avec les différents acteurs de ce sommet 2 sujets d'une importance capitale pour la coopération entre nos 2 continents. En premier lieu, donc, la question de la paix et de la sécurité. Je suis ravie de constater que nous partageons le même avis, selon lequel ces 2 domaines constituent des axes de coopération majeurs. D'une part, la présidence néerlandaise intégrera la lutte contre le terrorisme international dans le programme de sa présidence et tentera de trouver des solutions communes à cette menace. M. Déby a souligné l'importance de ce défi
et je le rejoins entièrement. Il est impératif pour nos deux continents de collaborer pour être plus efficaces dans le combat contre ce fléau. Un renforcement de la politique de sécurité et de défense commune et de la coopération européenne de défense est envisagé, notamment en ce qui concerne la cybersécurité. La présidence souhaite mettre en œuvre une amélioration de la méthode de travail des instances européennes et mettre en commun connaissances et compétences afin de mieux identifier les réseaux terroristes susceptibles d'agir sur le territoire de l'Union européenne. D'autre part, l'Union européenne entend lutter contre les migrations irrégulières. En matière de migration, je n'évoquerai pas le volet humanitaire, développé précédemment. Avec le flux croissant de migrants en quête d'un refuge, se manifeste la nécessité criante d'une politique commune en matière de frontières, d'asile et de migration. Pour trouver une réponse efficace et intégrer l'ensemble des instruments européens et les combiner aux instruments africains. La présidence de l'Union européenne veut renforcer le dispositif Frontex, notamment dans le cadre de discussions sur la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens. Afin d'assurer la gestion des frontières européennes par des pays tiers, des accords ont été signés avec le Maroc, la Mauritanie ou encore le Cap-Vert. Et des négociations sont actuellement en cours avec le Niger, pays que l'on peut qualifier de pays clé pour prévenir l'immigration illégale, comme l'affirmait précisément Federica Mogherini lors du Conseil des Affaires étrangères du 13 mai 2015. L'Union européenne souhaite aussi réexaminer la directive Carte bleue, qui détermine les conditions et les procédures d'entrée des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés. Afin d'améliorer la mobilité et la sécurité, elle souhaite aussi s'orienter vers une gestion des frontières plus moderne et plus efficace, en proposant des mesures concernant les frontières intelligentes. Ces mesures permettront d'accélérer, de simplifier et de renforcer les procédures de vérification aux frontières pour les étrangers qui se rendent dans l'Union. Évoquons enfin la problématique de l'instabilité politique et des conflits locaux sur le continent africain. Il s'agit pour l'Union européenne de contribuer à résoudre sur place des problèmes générés par des luttes politiques qui affectent directement les populations locales et limitent le développement économique des régions concernées. Ces situations sont aussi la cause de nombreux mouvements migratoires, internes au continent africain et en direction de l'Union européenne. Le principal instrument financier mis en place par l'Union européenne pour appuyer la coopération avec l'Afrique en termes de sécurité est la facilité de soutien à la paix en Afrique. L'Union européenne soutient actuellement par le biais de différentes opérations de maintien de la paix dans les pays africains, les populations. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner la mission internationale de soutien à la République centrafricaine. Depuis la prise de la capitale Bangui en mars 2013 par les rebelles de la Séléka, qui a entraîné la fuite du président Bozizé, la République centrafricaine est confrontée à une situation politique et humanitaire des plus précaires et à une grande insécurité, avec des affrontements de plus en plus violents entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mentionné la mission internationale de soutien à la République centrafricaine, sous conduite africaine, pour protéger la population civile, stabiliser le pays, rétablir l'autorité de l'État sur le continent africain, sur le territoire, et créer des conditions propices au déploiement d'une aide humanitaire. L'objectif pour l'Union européenne est de maintenir ces aides. Il paraît cependant difficile d'augmenter leur enveloppe dans le contexte de lutte contre la cybercriminalité et de régulation des flux migratoires, question de priorité absolue à ce jour. Enfin, la question de l'environnement est elle aussi primordiale pour la coopération entre les continents européens et africains. La présidence entend respecter les engagements pris lors du dernier sommet entre l'Union européenne et l'Afrique, ainsi qu'à l'issue de la COP21. Le Conseil européen s'est réuni le 4 mars dernier afin de discuter du suivi du sommet de Paris sur le climat. Les ministres ont souligné la nécessité de maintenir la dynamique de Paris et de se concentrer à présent sur la réalisation des engagements. L'Union européenne veille au respect de la promesse faite par les pays développés de mettre 10 milliards de dollars à disposition de l'Afrique en faveur des énergies vertes d'ici 2020. L'initiative de la France devrait servir d'exemple à d'autres États. Elle s'engage à aider l'Afrique en l'aidant à s'équiper en énergie renouvelable ou encore en aidant des petites îles et pays les moins avancés à s'équiper de systèmes d'alerte pour anticiper les catastrophes climatiques. Le 1er décembre 2015, lors du sommet sur le thème « Défis climatiques, solutions africaines » organisé dans le cadre de la COP21,
François Hollande s'est engagé à porter à plus de 2 milliards d'euros le financement par la France des énergies renouvelables en Afrique sur la période 2016-2020. Nous veillerons au respect de ces engagements nationaux. Comme je l'avançais le 20 janvier dernier devant le Parlement européen, nous avons du pain sur la planche. Et cela est hautement valable pour la collaboration entre nos deux continents, dont j'espère, au nom de l'Union européenne, le meilleur. Merci de votre attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de représenter la communauté des États sahélo-sahariens à l'occasion de ce sommet. Je suis honoré d'avoir l'occasion de faire entendre la voix de 28 États africains à cette occasion. Je suis reconnaissant à la représentante de la présidence de l'Union européenne d'avoir soulevé le thème de l'environnement, qui reste, à mes yeux, l'un des axes majeurs du partenariat entre nos deux continents. Dans une zone aussi vulnérable aux aléas climatiques que celle des États sahélo-sahariens, et dans le contexte de réchauffement climatique, notre communauté ne peut pas atteindre ses objectifs sans prendre en compte la dimension environnementale. En effet, la région sahélienne est l'une des régions du monde les plus naturellement soumises à une variabilité extrême du climat, oscillant entre des périodes de sécheresse intense et des périodes pendant lesquelles les précipitations sont extrêmement violentes. Le Sahel est très exposé aux risques environnementaux, au premier desquels la désertification. Étant noté que la désertification est un problème collectif, que celui-ci empire et qu'il menace la sécurité alimentaire dans la zone sahélienne, le SENSAD s'engage à s'investir pour y apporter une réponse. De l'avancée du désert à l'assèchement du lac Tchad et du fleuve Niger, aucun pays n'échappe à ces tragédies résultant du changement climatique dont nous avons tous débattu à Rio+20. C'est pourquoi nous avons également pris l'engagement de créer un conseil permanent pour le développement durable de l'espace sahélo-saharien. Nous souhaitons également dynamiser le projet auquel participent déjà 11 pays du Sahel de grandes murailles vertes de manière à enrayer l'avancée du désert. Nous pourrions, en partenariat avec l'Union européenne, réfléchir ensemble aux possibilités d'étendre ce projet à d'autres États dans la région. Je souhaite également, Excellences, Mesdames et Messieurs, attirer votre attention sur un autre défi que nous partageons, celui de l'immigration climatique. Les déplacements massifs et forcés de populations pourraient à terme représenter une menace pour la stabilité mondiale. Des déplacements forcés à cause de la variable climatique ont déjà été observés dans le Sahel. Les pouvoirs locaux de notre région sont dépassés, les conditions de vie des populations se précarisent et les pratiques agricoles se trouvent bouleversées. Pour y répondre, notre communauté envisage le lancement d'un programme de réduction de la pauvreté par une facilité d'accès au microcrédit géré par la Banque sahélo-saharienne de manière à offrir un avenir à ces populations. Cependant, force est de constater que ces efforts sont insuffisants. L'Afrique et l'Europe doivent être mieux armées pour répondre aux risques de l'immigration climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de revenir sur la question que nombre d'entre vous ont mise au cœur de vos interventions, celle de la paix et de la sécurité. Je souhaite souligner que cette question occupe une place prépondérante dans l'agenda de la communauté des États sahélo-sahariens. Depuis sa création, notre communauté s'est engagée à coopérer en faveur de la paix et de la sécurité au sein de ses États membres. Nos textes fondateurs et mécanismes mis en place en sont la preuve. Citons par exemple la charte de sécurité de la communauté ou encore la déclaration de Niamey. Enfin, la SENSAD est activement impliquée dans la gestion des conflits sur le terrain. Le principe de non-agression figure depuis l'origine parmi nos priorités absolues. C'est la raison pour laquelle le partenariat avec l'Union européenne en la matière nous paraît fondamental. C'est ensemble que nous devons agir pour combattre le terrorisme et assurer la sécurité de notre espace commun Afrique-Europe. La sécurité, la paix et la stabilité demeurent les conditions préalables au développement des États et du bien-être des populations. Nombreux sont les défis auxquels nous devons faire face. La montée en puissance d'éléments djihadistes, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, comme nous l'avons déjà dit. L'aggravation des phénomènes de criminalité organisée transfrontalière, de trafic à grande échelle
d'armes et de drogue, ou encore l'insécurité alimentaire. Nous devons donc œuvrer ensemble, l'Afrique et l'Europe, afin de combattre efficacement ces maux. Il existe d'ores et déjà une coopération ancienne et solide dont nous pouvons nous féliciter. Pensons par exemple à la coopération dans le cadre des missions de maintien de la paix par l'Union africaine au Darfour, en Somalie et au Mali, ou bien encore en République centrafricaine, comme Madame la représentante de la présidence de l'Union européenne l'évoquait avant moi. Il convient également d'évoquer les efforts collectifs visant la lutte contre la piraterie. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réussi à mettre en place. Cependant, nous pouvons, et non, nous devons, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'aller plus loin dans notre coopération. Nous pouvons notamment contribuer à la formation et au renforcement des forces africaines, y compris les composantes civiles et de police. Il faudrait notamment offrir les moyens d'une véritable projection de la force africaine en attente pour le maintien de la paix. Enfin, l'Union européenne pourrait appuyer le renforcement des capacités institutionnelles africaines, par exemple dans le domaine de la prévention des crises, de la consolidation de la paix ou bien encore de la reconstruction post-conflit. Nous avons la volonté et les moyens, me semble-t-il, de parvenir à rendre le partenariat Afrique-Europe plus efficace. C'est pourquoi j'ai toute confiance dans le dialogue constructif pour entendre et mener et même aller au-delà de nos ambitions. Merci pour votre attention. Excellences, Monsieur le Président Juncker, Madame la haute représentante de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs, merci à tous les participants de ce sommet Union européenne-Afrique 2016 pour votre présence, mais surtout une même volonté affichée de travailler à la mise en place d'un partenariat efficace et dynamique entre nos deux continents. Cette démarche est aujourd'hui vitale et absolument essentielle pour permettre un développement économique, sécuritaire et humain. Notre objectif est aujourd'hui de faire face aux multiples défis et menaces à la stabilité des pays de l'Union du Maghreb arabe que j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter. Le partenariat entre l'Union européenne et les pays du Maghreb s'est renforcé et intensifié dans le cadre du processus de Barcelone, mais également, faut-il le rappeler, au cours des accords d'association qui lient désormais la Tunisie et le Maroc à l'Union européenne, et un nouvel accord signé avec l'Algérie. La Mauritanie est de son côté signataire de l'accord de Cotonou, comme l'a souligné précédemment Monsieur le Président Juncker. Force est de constater cependant que parmi les 3 volets de ce partenariat, seule la coopération économique entre les deux rives s'est accrue. Les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité et à l'environnement ont été quant à elles totalement délaissées. Même si les rencontres euro-méditerranéennes se sont multipliées ces dernières années, le dialogue politique et dans une moindre mesure la coopération culturelle n'ont de notre point de vue pas évolué de manière conséquente. Ce dialogue, nous le jugeons incontournable pour réussir ce nouveau partenariat. En tant que secrétaire de l'Union du Maghreb arabe, j'aimerais souligner une nouvelle fois notre histoire commune et l'actuel besoin que ce passé qui nous lie trouve enfin sa traduction dans une solidarité renforcée avec à la clé des bénéfices communs. Cette solidarité doit se traduire dans une politique de sécurité et de paix commun à nos États et avec nos partenaires européens, notamment dans la gestion de la crise des réfugiés et de lutte contre le terrorisme qui ébranle et menace nos États et nos valeurs. L'Union du Maghreb arabe préconise une politique de sécurité globale et cohérente et recherche un nouveau partenariat sur le plan de la coopération militaire avec l'Union européenne. Cette coopération aura pour priorité le conseil, la formation, l'équipement et le renseignement afin que les armées africaines puissent être dotées de toutes les capacités leur permettant de faire face aux menaces, menaces de tout genre. Notre organisation espère que l'Union européenne soit enfin au rendez-vous pour montrer non seulement sa solidarité à l'égard des pays du Maghreb, mais aussi une responsabilité dans la participation à l'effort pour se doter des moyens de lutte contre les groupes terroristes, le trafic de drogue et la piraterie. L'Union du Maghreb arabe approuve la directive de l'Union européenne visant à une conjugaison des efforts et à l'intensification des consultations et des échanges entre nos organisations. Une directive qui va dans le bon sens,
pour notre Union en déployant un ensemble de mesures afin de lutter contre la radicalisation, notamment le recrutement de terroristes et le financement de celui-ci. Cela passe notamment par des actions visant à décourager et entraver les déplacements de combattants terroristes à l'étranger, gérer leur retour et déployer un ensemble d'experts au service de cette lutte. Il s'agit également d'améliorer la vitesse de réaction en cas de crise et de situation d'urgence et de renforcer le contrôle des frontières. L'Union du Maghreb arabe se positionne également en faveur d'un règlement global de la question de l'immigration clandestine. Nos pays sont actuellement des zones de transit de migrants syriens, notamment vers l'Europe, et nos pays ne peuvent aujourd'hui plus faire face à ces afflux. Notre Union va, en ce sens, s'engager dans une politique de durcissement de sa politique d'immigration. Et nous saluons et demandons à l'Union européenne de renforcer son aide à la formation des polices des frontières. Et nous nous opposons cependant à la formation de camps de tri sur notre territoire. Enfin, ce sommet représente une opportunité pour les participants d'échanger des expériences et de mobiliser les efforts nord-africains et européens dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des effets du changement climatique. L'Union du Maghreb arabe ne considère plus qu'une politique environnementale ambitieuse soit l'apanage des pays riches ou un simple caprice. En effet, les pollutions dues aux activités économiques produisent partout des effets destructeurs de ressources naturelles et des milieux de vie. Les phénomènes d'industrialisation et d'urbanisation posent déjà des problèmes de santé pour nos populations. Les problèmes de l'eau sont les plus importants à cause de la sécheresse et des faibles précipitations sur notre région. L'augmentation des surfaces irriguées risque d'amener certains pays au-delà du point de rupture, c'est-à-dire à un dépassement des ressources aménagées. Faut-il rappeler que cela touche déjà la Libye, la Mauritanie et menace actuellement l'Algérie et la Tunisie. Nous rejoignons sur ce point-là la position du secrétaire général de la communauté des États sahélo-sahariens. Les pays du Maghreb arabe, de par cette vulnérabilité particulière au changement climatique, requièrent de la part de l'Union européenne une aide de financement en matière d'adaptation à ces mutations et un programme de transfert technologique pour atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pour finir, concernant les enjeux intrinsèques au commerce, le rapprochement de nos marchés représente un intérêt commun pour nos États. En effet, un Maghreb qui assure la libre circulation des biens et des services offre des possibilités infinies d'un marché d'environ 90 millions de personnes. Le but est d'attirer bien davantage d'investisseurs étrangers aujourd'hui peu intéressés par l'étroitesse actuelle des marchés. Elle devrait également autoriser l'évolution démocratique de chacun des pays du Maghreb en favorisant entre eux une évolution comparable à celle qui s'est installée entre les États membres de l'Union européenne. Notre Union est riche. Elle est riche de ses traditions. Elle est riche de son histoire, elle-même étroitement liée à celle de l'Union européenne et du reste du continent africain. Nous ne devons jamais cesser d'y travailler ensemble, de nourrir et renforcer chaque jour ces liens qui nous renforcent mutuellement. La véritable force résidant plus que jamais dans nos liens et dans nos unions. Merci. Bonsoir. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants des communautés africaines et de l'Union européenne, c'est un plaisir pour moi ce soir de conclure ce sommet Union européenne-Afrique. En effet, je mets au cœur de mon mandat les relations Union européenne-Afrique. Cela a ainsi été un grand honneur pour moi d'avoir été l'année dernière la première haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne à m'adresser au siège de l'Union africaine. Comme je l'avais dit alors, et je le répète ce soir, l'Afrique est un grand continent dont le potentiel n'est que peu exploité. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, au Niger, au Maroc, en Éthiopie et dans bien d'autres pays. J'ai ainsi ressenti la force des jeunes hommes et femmes africaines désireux de s'engager pour le bien-être de leur communauté, sur un continent d'un potentiel et d'une énergie immense. Un tel potentiel va porter ses fruits. Et aujourd'hui, je veux affirmer la position que j'avais exposée durant mon discours de prise de fonction.
L'Afrique n'est pas seulement un récepteur de l'aide, mais également un partenaire politique pour nous. Nous partageons un passé, mais surtout un avenir commun. Notre partenariat est réel, notre amitié est réelle. Nous ne devrions pas nous demander ce que nous pouvons faire pour l'Afrique. La vraie question est que pouvons-nous faire avec l'Afrique? C'est l'opinion que je défends, en tant que haute représentante, mais aussi en tant qu'européenne. La nouvelle génération européenne se pense sur l'Afrique avec des yeux nouveaux. Cette nouvelle génération, libérée du lourd passé colonial, me semble plus ouverte à explorer notre avenir commun d'une manière plus pragmatique et responsable. Notre jeunesse, européenne comme africaine, est notre force. J'ajouterais même que les femmes sont notre force, en Europe comme en Afrique. Je salue ainsi Madame la Présidente Zuma pour avoir mis le droit des femmes au centre du développement de l'Afrique. Ici, l'éducation est la clé. Notre éducation doit ouvrir les possibilités et non les fermer aux jeunes générations, sans distinction de genre. L'Afrique possède de nombreux atouts dans cet objectif de développement. Des ressources économiques, bien sûr. L'Afrique est l'une des régions les plus dynamiques de la planète en termes de ressources naturelles et de produits transformés. Le commerce entre l'Union européenne et l'Afrique a doublé en moins de 10 ans et nous devons continuer dans cette tendance. L'Afrique possède aussi de grandes ressources démographiques. Les peuples d'Afrique sont une immense ressource du continent. La population est en croissance rapide. En effet, en 2035, le nombre d'Africains en âge de travailler sera supérieur au nombre de personnes en âge de travailler dans le reste du monde. La mortalité infantile a chuté de 40% en 20 ans. Les effets du paludisme, du sida et d'Ebola se réduisent considérablement. Pendant ce temps, l'Europe est un continent plutôt vieillissant. L'Europe a ainsi besoin des ressources démographiques africaines. La mobilité humaine entre l'Europe et l'Afrique est une source de grandes opportunités. Cependant, nos deux continents font face à des contraintes communes qu'il faut surmonter ensemble. Nos taux de croissance sont faibles. D'un côté de la Méditerranée, l'Europe traverse une crise des dettes souveraines pouvant aller jusqu'au risque de défaut de paiement dans des États comme la Grèce. De l'autre côté de la Méditerranée, la chute du prix du pétrole mondial ralentit la croissance africaine. Ces défis sont des défis communs car nos continents sont interdépendants, notamment en termes de matières premières. Quand l'Afrique nous fournit du pétrole, nous lui fournissons de l'électricité. Le terrorisme mondial nous touche aussi tous. C'est aujourd'hui l'un des défis mondiaux les plus cruciaux. De Paris à Ouagadougou, les attentats terroristes se multiplient, touchant au cœur les valeurs que nous défendons, touchant au cœur notre jeunesse. Enfin, comme il a déjà été rappelé, le dérèglement climatique met en péril nos deux continents. Il faut combattre ensemble ces risques de catastrophes naturelles sur le long terme. Dans le respect des accords de la COP21, il faut lutter ensemble contre les inondations, les sécheresses ou la désertification, notamment au Sahel. Nos grandes villes sont menacées par la nécessité de repeuplement. L'ONU estime aujourd'hui que 250 millions de personnes seront des réfugiés climatiques d'ici à 2050. Il est impensable de ne pas lutter ensemble contre ces fléaux communs et ce dérèglement climatique que nous avons mis en marche. Ici encore, nous devons faire face à ces défis ensemble. Les temps sont difficiles pour tous et je tiens à le réaffirmer, notre partenariat est réel, notre amitié est réelle. Nous devons être de véritables partenaires. Nous devons ensemble dessiner notre avenir commun. Mais que pouvons-nous faire ensemble? Il faut passer des plans d'action à l'action. Notre action doit se mener autour de deux concepts clés. L'investissement, tout d'abord, et la résilience. L'Europe et l'Afrique doivent investir l'une dans l'autre. Il n'y a pas de place pour la charité ou tout autre nettoyage de conscience. Nous devons approfondir un partenariat solide, l'Europe
est déjà aujourd'hui le premier partenaire d'investissement de l'Afrique. Et ce partenariat doit être consolidé. Cela nécessite d'insister sur le développement de l'industrie, des infrastructures, de l'éducation, mais aussi de relancer l'agriculture, de partager nos connaissances en matière de technologie, de recherche et de développement. Pour mettre en place une croissance solide et durable, ainsi que de créer les conditions pour permettre au secteur privé de prospérer. Ainsi, la lutte contre la corruption, pour la démocratie, la paix et la sécurité est centrale. Nous en avons déjà parlé lors des précédents sommets Union européenne-Afrique, mais la question des droits de l'homme et de la paix est centrale. Non seulement dans une optique de développement et de bien-être, mais aussi pour créer des emplois et stimuler la croissance. Après des siècles de guerre en Europe, l'Union européenne a permis de stabiliser et de pacifier ce continent. Nous avons d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix et nous souhaitons la même chose au continent africain. La tâche est ardue, mais un travail conjoint entre l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU est lancé. L'Union européenne investit déjà plus de 2 milliards d'euros pour la paix en Afrique, mais il faut aller plus loin, notamment sur la question de la menace terroriste. C'est un défi mondial qui touche l'ensemble d'entre nous et nécessite donc une réponse mondiale. Avec l'investissement, le deuxième mot-clé de notre partenariat est la résilience, c'est-à-dire faire en sorte que la prochaine crise soit moins susceptible de se produire en mettant en place une meilleure possibilité d'accès à l'emploi, une croissance économique soutenable et une bonne gouvernance basée sur la justice et la réconciliation. L'année 2016 est l'année africaine des droits de l'homme. L'Union européenne soutient cette initiative et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui doivent être respectées. Il faut ainsi que la société civile soit partie prenante, notamment pour lutter contre l'extrémisme et défendre les valeurs de démocratie et d'état de droit. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'islam et j'affirme que les groupes terroristes tels que Daesh, Al-Qaïda, Al-Shabaab et Boko Haram n'ont rien à voir avec l'islam. Ils utilisent la religion comme une couverture pour dissimuler leurs véritables objectifs, leurs véritables intérêts, leur lutte pour le pouvoir et l'argent. Ces groupes terroristes forcent des populations à migrer. Comme je l'ai déjà dit, la mobilité humaine entre l'Europe et l'Afrique est positive, mais pas dans ces conditions de terreur. Il faut approfondir le partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour trouver une solution commune. En novembre 2015, au sommet de La Valette sur les migrations, les représentants africains et européens ont mis en place des solutions communes, avec notamment 1,8 milliard d'euros investis par la Commission. Il faut approfondir le partenariat sur ces questions. La tâche n'est pas aisée. Les défis sont nombreux, mais nous devons agir en s'appuyant sur nos atouts. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis du XXIe siècle. Notre partenariat est réel, notre amitié est réelle. Je laisse maintenant la parole aux journalistes qui vont vous présenter notre déclaration commune Union européenne-Afrique en conclusion de ce sommet. Merci pour votre écoute. En direct du 5e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique à Grenoble, où les discussions entre les différents acteurs des deux continents viennent de se terminer. Madame Ruff, représentante des Pays-Bas à la présidence de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que ce sommet a été une réussite ? Il est vrai que ce sommet a contribué à favoriser le dialogue entre nos deux continents. Nous nous retrouvons autour de problématiques auxquelles il faut faire face conjointement et désormais de réelles actions doivent être envisagées et vont avoir lieu dans une optique de coopération transnationale. Je vous remercie.
C'est donc un bilan très positif qui en ressort de ce sommet décisif entre l'Union européenne et l'Afrique aujourd'hui. Les dirigeants ont rappelé l'intérêt d'instaurer un partenariat fort et d'égal à égal entre les deux puissances à travers un dialogue qui semble visiblement avoir porté ses fruits. Cette réunion a été l'occasion pour les deux continents d'identifier des défis communs auxquels ils devront faire face ensemble. Plus qu'un acte diplomatique de grande ampleur, l'Union européenne et l'Afrique s'engagent à coopérer autour d'objectifs précis, comme le commerce, le développement ou la paix et l'environnement. Dans un contexte que l'on connaît tous, où l'Europe est dans la ligne de mire des djihadistes, la question du terrorisme a été un point important de ce sommet. Les discussions se sont soldées par un engagement conjoint dans la lutte antiterroriste, au moyen d'une aide militaire et d'un plan d'action effectif, comme la déclaration de ce sommet le mentionne. Face à l'afflux continuel des migrants en Europe, la problématique de la crise migratoire a elle aussi été abordée, mais cette fois-ci sans action prévue. Si la déclaration sur la migration et la mobilité d'avril 2014 a été réaffirmée au cours de ces discussions, la mise en place d'un plan commun de gestion des flux des migrants reste assez floue pour le moment. La dimension du commerce en tant que condition nécessaire au développement a aussi été évoquée au cours de ce sommet. Outre l'idée d'un renforcement du partenariat commercial entre les deux continents, on perçoit une réelle volonté de la part de l'Union européenne d'aider, par le biais financier notamment, le continent africain, afin que celui-ci accède à terme à l'indépendance économique et qu'il prenne pleinement part à la mondialisation. Si quelques interrogations quant à la mise en œuvre des objectifs conjoints identifiés par l'Union européenne et l'Afrique demeurent, on peut en conclure que ce sommet est un jalon important dans l'histoire des relations diplomatiques entre ces deux continents. Les acteurs concernés s'engagent à se réunir à nouveau en octobre 2016, cette fois-ci en Afrique, où un plan d'action concret est attendu. Tous les projecteurs sont désormais braqués sur l'Afrique, qui cristallise tous les enjeux contemporains internationaux. En France, à Grenoble, Lina Ismail pour Euronews. Oui, bonsoir. Je suis actuellement dans la ville de Grenoble, en France, où vient de se dérouler aujourd'hui le 5e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Plusieurs représentants européens et africains étaient réunis lors de cette rencontre, qui était plus axée sur la paix et la sécurité, le commerce, le développement et l'environnement. Le thème de la démocratie et des droits de l'homme semble avoir été oublié lors de ce sommet. Dommage lorsque l'on connaît les problèmes encore existants dans de nombreux pays d'Afrique. Cela dit, les représentants sont au moins d'accord sur certains points et prêts à élargir la coopération des deux continents dans plusieurs domaines. Beaucoup d'éléments évoqués lors du dernier sommet en 2014 étaient aujourd'hui aussi présents dans les discours, tels que la nécessité de la paix et de la sécurité, par exemple. Il faut saluer à cet effet une mesure enfin concrète prise par les dirigeants, à savoir la création prochaine de la Cour pénale africaine. Malheureusement, sur d'autres sujets, les participants ont eu du mal à apparaître comme unis. Chacun évoque ce qui lui semble important. L'Union européenne accent son discours sur l'environnement, tandis que les pays africains orientaient le débat plutôt sur le développement économique ou la sécurité intérieure. Madame Benaya, de l'Union du Maghreb arabe, considère comme insuffisante la solidarité de l'Union européenne et son aide envers le continent africain. Notre organisation espère, a-t-elle dit, que l'Union européenne soit au rendez-vous pour rendre non seulement sa solidarité à l'égard des Maghrébins, mais aussi
dans la mise en commun des moyens et des forces pour lutter contre les groupes terroristes, le trafic de drogue et la piraterie. Le président de l'Union africaine, M. Idriss Déby Itno, quant à lui, a qualifié d'illégitime la Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale qui a pourtant vu le jour à la suite de crimes internationaux occidentaux dans l'Empire nazi ou en ex-Yougoslavie, par exemple. Les différents acteurs du partenariat Union européenne-Afrique sont donc loin d'être d'accord et beaucoup de sujets conflictuels ont vu n'aboutir aucune décision. Chaque région continue à avoir sa propre vision de ce partenariat qui oublie finalement les premiers concernés, les individus. Madeleine Eudes, reporter à Grenoble pour CNN. Merci. Merci beaucoup à tous les participants et de la part des organisateurs de cette rencontre, je vous invite à rester à la deuxième partie qui sera consacrée aussi aux relations de l'Union européenne avec l'Afrique. Il s'agit d'une table ronde qui commencera à 19h45. Merci.